Alors qu'il y a de cela quelque temps, nous avons vu la position du Nigeria par rapport à la mise en place d'une monnaie de la CEDEAO appelée l'ECO, n'est-ce pas, ECO Macron, bon, on a appelé ça le Wacron. ECO Macron, Ouattara. Ouattara, donc le Wacron. Le Wacron qui a finalement échoué. Pourquoi? Parce que un pays comme le Nigeria, sous la gouvernance de l'ex-président, on l'appelait, bon, son nom m'échappe un peu, bon, ça va revenir. Buhari. Buhari, Oui. qui, ils ont dit non, que ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'en réalité, il y a un vrai projet éco qui a, depuis, qui est sur la table depuis longtemps, qui n'a rien à voir avec l'éco Wacron, c'est-à-dire Ouattara et Macron. Donc, vous comprenez que le Nigeria, aujourd'hui, on est surpris du revirement. Oui, on peut comprendre le revirement et on peut comprendre les propos de Mme Colonna. Parce que vous savez que la France, c'est la tête avancée, n'est-ce pas, des États-Unis ou bien du bloc otanien. Le bloc otanien, c'est des pays de l'Alliance Atlantique, n'est-ce pas? Des pays qui appartiennent à l'OTAN, qui veulent reconquérir l'Afrique, qui veulent venir. Donc, aujourd'hui, la France est comme ce porte-parole, malgré qu'il est en perte de vitesse dans la zone véritable francophone, aujourd'hui, veut se redéployer au niveau de la zone anglophone. Donc, c'est-à-dire pour essayer de convaincre son ancien partenaire, parce que le Nigeria a toujours été partenaire de la France, même dans beaucoup de secteurs. Vous savez que Total, qui est une société française, ancienne Elf, a exploité beaucoup de ressources naturelles au Nigeria, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Donc, il y a toujours eu un partenariat entre le Nigeria et la France. Donc, dire aujourd'hui que ces relations sont au beau fixe, oui, je crois que c'est vrai, parce qu'en réalité, Bola Tinubu, président actuel du Nigeria, est vraiment un laquais, est vraiment un instrument de l'impérialisme et du néocolonialisme, sachant que c'est un agent américain qui a été placé au pouvoir au Nigeria. Alors on parle de cette tentative de survie de la France-Afrique, de cette politique France-africaine, évidemment dans plusieurs pays, et cette enveloppe promise au pays nigérien serait-elle un rempart pour la France sur le territoire, je parle notamment de l'Afrique de l'Ouest, pour ne citer que cette zone-là, un rempart pour s'accrocher? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Écoutez, je vous ai toujours expliqué ici que, madame, vous savez préparer le poulet, vous savez préparer le coq. Et quand vous avez besoin de préparer le coq, vous appelez les vigoureux garçons de la maison pour aller faire la chasse du coq. Et j'ai toujours pris le symbole de la France, qui est le symbole du coq. Dire qu'aujourd'hui, le coq a déjà été chassé, le coq a été attrapé, le coq a été égorgé. Et ce qui reste du coq aujourd'hui, c'est les battements des pieds, des ailes. Et vous savez qu'il fait trop de bruit quand on a égorgé son cou, plus que quand il est même en vie. Je dis bien le coq. Et vous voyez de quel pays je suis en train de parler. Donc, c'est les derniers soubresauts de la France, pour ne pas dire la France-Afrique. C'est les derniers soubresauts. Donc, peu importe les manigances, peu importe les stratégies mises en place pour la reconquête de l'Afrique, c'est fini, c'est terminé. Les Africains ont compris les enjeux, ont compris où étaient leurs problèmes, qui était l'auteur de leur souffrance. Aujourd'hui que l'ennemi a été identifié et que nous avons saisi le taureau par les cornes, c'est-à-dire le peuple. Et vous savez que le peuple est le vrai dirigeant. Le peuple a pris conscience de ses défis et de son engagement. Et donc aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la France ne peut plus rien. Peu importe. Et c'est pour ça que je me pose souvent la question, est-ce que les dirigeants... Bon, ok, le diable ne peut pas se convertir. C'est ce qu'il faut comprendre simplement. Le diable ne peut pas se convertir. Amener lui-même l'évangile en lui disant que Dieu peut lui pardonner. Il ne va jamais plus se convertir parce que il est égaré, c'est égaré. Donc, le système impérialiste, colonialiste, ne peut plus changer son logiciel, sa façon de penser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils veulent s'accrocher toujours aux dirigeants qui n'ont plus la légitimité avec la base, avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui,
quand M. Macron s'accroche à Tinubu, vous savez que dès que le Nigeria, le Sénat, l'Assemblée nationale et tous les grands leaders ont dit, et les chefs traditionnels ont dit, messieurs, on ne peut pas s'attaquer au Niger. C'est impossible. D'ailleurs, aucune loi ne le permet. Oui. Donc, il s'est retracté. Et donc, vous voyez que la France continue à croire à ce genre de dirigeants, à des dirigeants qui n'ont pas de base. Ce n'est que normal que la France se retrouve en ballottage dans cette façon-là de faire, parce qu'en réalité, il veut toujours s'accrocher auprès des dirigeants, soit disant que c'est la démocratie. Alors que nous savons tous que la démocratie occidentale est une démocratie corrosive et abrasive. C'est une démocratie fausse. C'est une fausse démocratie. D'ailleurs, pour ceux qui croient à cela, parce que moi je dis, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocratie. La démocratie est différente de la démocratie. Donc vous comprenez que cette démocratie amenée par les Occidentaux dans notre territoire s'accroche à des dirigeants qui n'ont plus de base. Et vous savez qu'un arbre qui n'a plus de racines, oui, il suffit juste d'un coup de vent pour qu'il se renverse. Et c'est pour ça que la France aujourd'hui essaye encore avec son vieux logiciel de s'accrocher sur les Ouattara, Macky Sall, Talon et tout le reste là, mais qui n'ont plus véritablement de base solide sur le territoire ouest africain. Donc vous comprenez que ce n'est que normal qu'ils puissent s'agiter. C'est l'instinct de survie. Et la France est dans un instinct de survie. Il peut même s'accrocher même sur un caïman pour vouloir, parce qu'il est en train de se noyer, pour essayer de traverser. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la plus grande barrière, la plus grande sécurité des États, c'est le peuple. Merci André Christelle Fanga. Eh bien, je le mentionnais tout à l'heure, ce fait dont on s'interrogé, la restitution de ces 150 millions de dollars qui ont été, selon la France, frauduleusement acheminés par l'ancien président Sani Abacha, du côté de l'étranger. On se souvient de cette situation. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu les biens de l'ancien président sénégalais qui étaient vendus aux enchères. Le Sénégal a dû récupérer ces biens-là, par exemple. On a également des biens mal acquis selon la France qui devaient être transmis ou alors reconvertis, par exemple, en logements sociaux du côté de la France. On a même eu des sommes d'argent, effectivement, venant des pays africains qui ont été réquisitionnés et déclarés bien de la France. Pourquoi particulièrement pour le Nigeria faire une telle manne, si on peut appeler ça ainsi? Madame, l'opération marketing de la France, qui cherche des alliés pour essayer de contrecarrer l'offensive africaine des peuples d'Afrique, conduit par le Mali, conduit par le Burkina Faso, le Niger, la RCA, le Cameroun et ces États, la RDC Congo. Vous voyez que cette offensive-là de ces pays-là qui disent que non, ça ne se passera plus jamais comme ça chez nous dans notre continent. C'est cette offensive-là que la France essaie de contrecarrer ça en venant avec des propositions mirobolantes avec l'un des plus grands pays d'Afrique, c'est-à-dire le Nigeria. Et en essayant de contenter le Nigeria, parce qu'en réalité, en remettant cette somme, ou bien en restituant, n'est-ce pas, cette somme au Nigeria, bon, ce n'est que 150 millions de dollars, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas grand-chose pour un pays comme le Nigeria, qui a des dragons économiques, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne va pas redistribuer tout cet argent à tous les Nigériens. Oui. Non, c'est à l'État central, mais vous savez, quand on restitue ce genre d'argent, et ça ne va jamais venir comme ça en devise, ou bien c'est-à-dire directement, non. On va dire, on va peut-être faire un partenariat, on va construire un pont, on va faire ceci, on va faire cela. C'est comme ça qu'ils reconvertissent soi-disant cet argent-là. Donc ça ne va jamais revenir en entier ou bien remis à l'État nigérien en espèces pour que le Nigeria puisse lui-même réfléchir comment ils vont investir cet argent. Mais nous disons simplement que c'est une offensive, c'est un moyen de communication de la France pour dire à certains États, n'est-ce pas, que ok, vos dirigeants, certains dirigeants morts et présents, n'est-ce pas, ont des biens chez nous. Voici comment on peut régler vos problèmes si vous acceptez d'être nos partenaires. On prend l'exemple du Nigeria pour poser sur la table, n'est-ce pas, pour simplement dire que voici comment on peut vous traiter. Par exemple, le Gabon. Si le Gabon continue à marcher, n'est-ce pas, sur les pas de la France-Afrique, n'est-ce pas, on va
permettre que les biens qui devaient être reconvertis en logements sociaux sous la demande des conseillers municipaux français de la mairie de Paris, n'est-ce pas, de Madame Anne Hidalgo, n'est-ce pas, qui demande que ces biens-là doivent être reconvertis pour qu'ils vendent et qu'ils construisent des logements sociaux pour les Français. Vous voyez un peu, même chose pour plein de richesses. Vous savez qu'il y a eu des situations fâcheuses au niveau de l'Afrique, avec par exemple l'État de Guinée équatoriale, où un immeuble de l'ambassade de Guinée équatoriale a été vendu aux enchères par les Français, par la France. Et cet argent qu'on disait qu'on devait remettre une partie au peuple guinéen, pardon, n'a jamais été remis. Ou bien, vous voyez que ça a brisé même le protocole de Vienne, les protocoles diplomatiques, n'est-ce pas? Les codes diplomatiques parce qu'une ambassade est protégée à l'humilité diplomatique. Oui. Maintenant, sans compter c'est un territoire inviolable. Inviolable. Oui. Et maintenant, sans compter les richesses appartenant au vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodorène Obiangema, qui jouit d'une humilité, une humilité diplomatique. C'est-à-dire, en tant que vice-président d'un État, il jouit d'une humilité, donc c'est-à-dire ses avoirs, n'est-ce pas, ses voitures de luxe et tout le reste qui ont été saisis et vendus aux enchères doivent jouir d'une humilité diplomatique. Mais la France n'a pas respecté ça. Vous allez retrouver que en RDC Congo, par exemple, les biens de Mobutu Sese Seko, Wazabanga Kutumbengu sont toujours entre les mains des Français, sont toujours entre les mains des Belges, sont toujours entre les mains des Européens, sont toujours entre les mains de l'Alliance Atlantique, n'est-ce pas, les Otaniens. Donc, vous comprenez que en réalité, tout le système européen otanien est dans une logique d'accaparement des biens d'Africains. Ça, c'est en RDC, des biens des autres, sans compter ceux de plusieurs chefs d'État que nous connaissons, n'est-ce pas, et de certains leaders africains qui ont gardé leur argent en France et qui sont morts, et que leur argent n'a jamais été restitué, ou bien à leur famille et tout le reste. Au pays, tout simplement. Au pays, simplement. Donc, oui. Vous comprenez que c'est une offensive de dire que, vous voyez comment on a fait au Nigeria, non? On peut aussi vous faire ça. En fait, c'est un modèle de négociation de la France pour essayer de duper ou pour essayer de tromper les gens pour dire que non, ok, si vous revenez à de bons sentiments, l'argent quand il y a dans les paradis fiscaux gardés chez nous, les immeubles vous savez que quand vous devenez un peu rebelle, on commence à agiter ça bien mal acquis. Oui. Vous voyez un peu au Congo, Brazzaville. On a voulu vendre les avions. Congo, Brazzaville. Vous voyez un peu avec vente de l'avion appartenant au président de la République du Congo, à l'État congolais. Parce que ce n'est pas un bien du président. Du président. Donc c'est un bien de l'État congolais. Vous avez, par exemple, soi-disant, on accuse le fils Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, d'avoir des biens en France et tout ça, et la famille Sassou Nguesso. Vous voyez qu'il y a tout cet acharnement-là. Et ils sont nombreux comme ça. On ne parle pas des bongos, on ne parle pas des bongos, on ne parle pas de tout le reste là, maintenant, aujourd'hui, qui ont des difficultés en France aujourd'hui de revenir pour leur argent, des biens mal acquis. Donc, vous comprenez, sans compter les ADEMA et tout le reste que nous savons. Donc, vous comprenez que la France est dans une logique où elle agite ce petit instrument de remise de l'argent de M. Sani Abacha à l'État nigérien comme une bonne volonté de vouloir coopérer avec les États africains et de leur aider à revenir, de retrouver l'argent soi-disant détourné. Mais en RCA, Bokassa, son argent est parti où? Vous voyez, de ces grandes richesses-là, de ces grands leaders africains qui ont placé leur argent en France, qui ont construit des maisons, qui ont fait beaucoup d'investissements en France, qui ont fait beaucoup de choses en France, aujourd'hui, c'est où personne n'arrive pas à récupérer. C'est la même frappe que Orange Money et MTN font ici dans notre pays, ou bien les banques commerciales que vous connaissez. Où est l'argent des morts? Parce que si quelqu'un meurt ayant de l'argent dans son compte Orange Money et personne n'avait le code, cet argent va où? Finalement, ce n'est comptabilisé nulle part. Vous voyez que même dans les banques,
ça fonctionne comme ça. Il y a des comptes où des gens ne savaient pas, des gens sont déjà morts, mais les banquiers continuent à utiliser cet argent, continuent à faire tourner cet argent. Vous voyez qu'en réalité, et la plupart de ces banques sont françaises. Donc, vous voyez la logique de la France, vous voyez un peu le comportement de la France, vous voyez un peu comment cet État-là essaye de nous mener en bateau avec nos richesses, avec nos ressources qui sont gardées justement là-bas par des leaders parfois véreux, ou bien qui ne savaient pas qu'un seul instant, demain, on pouvait leur geler ces avoirs-là et que ça devait revenir à l'État français. Ça nous donne aussi des leçons. Pour ceux qui sont encore là, au lieu d'aller garder votre argent en France, investissez dans un pays africain pour que vous soyez plus en sécurité. André Christelle Fanga, est-ce qu'on ne pourrait pas également voir en cela une tentative cachée aussi de préparer peut-être un autre plan ou encore d'autres projets contre le Niger? On le dit juste contre le Niger, mais on pourrait le dire contre les pays du Liptako-Gourma, simplement ceux qui ont signé cette alliance. Entre eux, il s'agit du Burkina Faso, du Mali, mais également du Niger, bien entendu, parce que venir tendre une telle perche à un pays comme le Nigeria, quand on sait que le président est en exercice à la tête de la CEDEAO, mais qu'également il était celui mis en avant aussi bien pour les sanctions que pour l'attaque militaire ou encore l'intervention militaire du côté du Niger. Est-ce que quelque chose ne se prépare pas à un moment où il y a des tentatives d'évasion dans certains pays, au moment où il y a des attaques sur les territoires, toujours dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, mais également des tentatives de déstabilisation? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger? Nous savons tous que l'État français et ses dirigeants n'ont pas baissé les bras dans leur tentative de récupération du territoire ou bien des territoires du Sahel, n'est-ce pas, qui étaient contrôlés hier par leurs laquais et qui jouissaient de l'ordre colonial. C'est-à-dire l'ordre constitutionnel qu'ils appellent, mais moi j'appelle ça l'ordre colonial, n'est-ce pas, c'est-à-dire de ces constitutions, et sous le prétexte d'une démocratie, pour ne pas dire démocratie. Donc, à partir de là, ils avaient le contrôle aussi à partir de leurs djihadistes rebelles qu'ils avaient déposés un peu de partout dans le Sahel et dans les pays. Vous savez que la stratégie française a toujours été, en fait, de ce bloc-là au tanier capitaliste, n'est-ce pas, a toujours été sur plusieurs paliers. Sur le plan économique, ils ont monté des stratégies, n'est-ce pas, à chaque fois pour détruire les États. Si on n'arrive pas à vous déstabiliser militairement, on vous déstabilise économiquement. Si on vous déstabilise pas économiquement, on vous déstabilise socialement. En fait, ils ont tous les plans pour déstabiliser les États. Donc, aujourd'hui, l'offensive, n'est-ce pas, de la France, en fait, qui est en tête de file, n'est-ce pas, des États de l'OTAN, en tête de file en Afrique, essaye maintenant des recrutements ou bien une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie pour reconquérir, n'est-ce pas, l'espace qu'il est en train de perdre, l'espace francophone qu'il est en train de perdre. Et il essaye avec un pays qui sait que c'est un pays puissant. Le Nigeria est un pays puissant, économiquement puissant, humainement puissant. Parce que quand même, nous savons que le Nigeria pèse près de 300 millions d'habitants. Nous savons que le Nigeria, économiquement, est la première puissance économique d'Afrique. Et de manière géopolitique aujourd'hui, le Nigeria, dans la zone CEDEAO, est un maillon fort et important. Sachant que le Nigeria apporte de l'électricité au Niger et beaucoup d'autres ressources. En fait, il y a des échanges assez importants entre le Niger et le Nigeria. Donc, nous savons tous que si le pays, le facile, qui peuvent facilement, n'est-ce pas, mettre en mal, n'est-ce pas, le Niger, c'est le Nigeria. Parce que le Bénin, c'est un petit pays, même s'ils sont voisins, vous comprenez un peu. Le Nigeria, lui, il est grand, et donc, Tinubu peut actionner beaucoup de choses à partir de cette manne financière. Financer une rébellion, financer une déstabilisation au niveau... Parce qu'en réalité, c'est l'argent du financement de la rébellion qu'on veut lui donner. C'est l'argent pour financer une rébellion au niveau, ou bien pour financer des groupes djihadistes, n'est-ce pas? Parce que vous savez, la France a plusieurs stratégies. Je vous ai dit, comme c'est la France qui fabrique le franc CFA,
est capable de Achamalière de fabriquer de faux billets de francs CFA qui sont vrais, n'est-ce pas, venir donner aux rebelles, les rebelles peuvent acheter, les hommes peuvent payer des jeunes à 100 000 francs chaque semaine, peuvent donner de l'argent comme ils ont fait pour Boko Haram et tout le reste, financer Boko Haram, financer les rébellions, financer tous ces éléments-là à coups de millions, sans que ça ne les dérange, parce qu'ils font tourner la planche à billets, parce que c'est à Chamalière qu'on fabrique l'argent en France. Et c'est sans aucun contrôle, à partir de leurs hélicoptères. C'est pour ça qu'ils pleurent quand on les chasse du Sahel. Parce qu'en réalité, avec leurs soi-disant hélicoptères, avions qu'ils avaient, ils atterrissaient dans le Sahel comme ils voulaient, n'est-ce pas? Avec les billets de francs CFA, ils distribuent l'or, le diamant qu'ils ont creusé pendant que vous êtes distrait. L'État central est distrait pour lutter contre les djihadistes et les rebelles. Et ils creusent le sol pour porter le diamant et l'or et rentrer chez eux en France avec. Donc vous comprenez que c'est l'argent du financement d'une autre rébellion. Là aussi, un cadeau aussi qu'on lui donne, M. Tinubu. Élargi, il a laissé près de la moitié de sa fortune aux États-Unis. Vous pouvez vous renseigner. Parmi les plus grands trafiquants de drogue aux États-Unis, M. Tinubu était parmi. Donc, il a laissé une très bonne fortune aux États-Unis pour justement avoir la liberté. C'est pour ça qu'il est rentré au Nigeria, s'installer. Et maintenant, quand il est rentré, il est devenu le patron, n'est-ce pas, de cette grande mafia et fabriquant la plupart des hommes d'affaires que nous voyons aujourd'hui et des hommes politiques. Et vous allez retrouver comme dans son discours de campagne, n'est-ce pas, c'est mon tour. Il a passé son discours de campagne de M. Tinubu, c'est mon tour. J'en ai fabriqué les autres, maintenant c'est à mon tour moi-même de devenir président. Et c'était terminé. Donc vous comprenez que dans cette stratégie, dans cette logique-là, et vous savez que la France n'utilise jamais des hommes normaux. Ils utilisent toujours des gens qui ont des choses à se reprocher. C'est pour ça qu'ils s'approchent au Nigeria. C'est pour ça qu'ils s'approchent à M. Tinubu. Parce qu'on sait qu'on peut réveiller plusieurs de ces dossiers de trafic de drogue, de financement de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et l'argent blanchi dans les paradis fiscaux. Vous savez que financièrement, il est très lourd. Donc, vous comprenez que s'appuyer sur lui aujourd'hui, en appuyant sur ce levier de financement ou bien de renvoi de cet argent, c'est pour justement déstabiliser l'État, le Niger, c'est pour déstabiliser le Mali, en fait les États du Sahel, n'est-ce pas, que la France est en train de perdre aujourd'hui. Donc, nous ne soyons pas surpris de voir une nouvelle offensive, parce que tout ce qui est mis en place, c'est pour justement mettre en mal ces sociétés-là. Et je voudrais vous rappeler... Oui. Vous savez que Macron était au Kazakhstan. Effectivement. Et le Kazakhstan produit quoi? Pétrole, gaz et tout. L'uranium. C'est le premier producteur mondial d'uranium. Et la France prenait son uranium au Niger. Vous comprenez pourquoi Macron va au Kazakhstan? Parce qu'il a perdu l'uranium du Niger. Oui. Il faut essayer de se rattraper le plus rapidement possible. En attendant qu'on déstabilise le Niger pour qu'il continue à exploiter, n'est-ce pas? Mais il faut trouver, parce que les centrales, ils avaient un délai de 3 mois pour épuiser les réserves, n'est-ce pas, d'uranium qu'ils avaient encore. Aujourd'hui, que ces stocks sont en train de finir, bientôt la France va se retrouver en difficulté en énergie, en chauffage et tout ce que vous connaissez. Et en plus de ça, il y avait un très grand projet européen, n'est-ce pas, qui était l'exploitation du gaz. Il devait avoir un gazoduc qui devait prendre du Nigeria, passant par le Niger, pour justement ravitailler l'Europe. C'est pour ça que vous voyez l'offensive des pays européens, n'est-ce pas, sur le sol africain. Vous avez vu la présence des Français, vous avez vu la présence des Allemands. Effectivement. Vous voyez qu'il y a tout un balai diplomatique, n'est-ce pas, des Européens sur le territoire africain pour essayer de trouver des débouchés, parce que si Nord Stream ont été détruits, c'est coupé, alors il faut trouver absolument où il y a du gaz, où il y a du pétrole, où il y a de l'uranium, pour essayer de se ravitailler en énergie et moins cher. Comme ils étaient habitués à prendre gratuitement. Parce que c'était gratuit. Je voudrais vous faire une confidence. Allez-y. Quand Mamadou Tandja, oui c'est Mamadou Tandja, président du Niger, était au pouvoir.
Oui. Il change le code minier. Il fait des réformes et tout et tout. Et quand Mamadou Issoufou, en fait, on finance la campagne de Mamadou Issoufou. Mamadou Issoufou arrive au pouvoir et la première des choses que Areva fait, c'est de payer un cabinet d'experts pour venir au Niger pour revoir le code minier que Mamadou Tandja avait promulgué au Niger et qui donnait un peu de ressources, un peu de souffle nouveau au Niger par rapport à son uranium, par rapport aux exploitations de ses ressources naturelles. Oui. Donc, première des choses, c'était que Mamadou Issoufou change cette loi minière financée par qui arrive à une société française qui exploite l'uranium au Niger. Et première des choses, c'était que M. Mamadou Issoufou abroge cette loi. Et ça a été fait. On a réadopté un nouveau code minier qui donnait toute l'exclusivité à Areva dans l'exploitation des minéraux au Niger. Vous voyez que c'est une stratégie bien huilée par la France, n'est-ce pas, qui est pas seulement la France. Vous savez que l'industrie allemande est en faillite presque. BMW, Mercedes, Volkswagen, les sociétés qui utilisent beaucoup d'énergie, les chocolatiers et tout, sont en difficulté aujourd'hui, en manque d'énergie. Les Américains sont en train de vendre très cher maintenant le gaz, n'est-ce pas, au pays, à l'Allemagne. Et ils se rendent compte que ils ont été dupés de rompre leur partenariat, en fait, de briser, n'est-ce pas, le transport du gaz de la Russie pour l'Allemagne et pour toute l'Europe. Oui. Donc ils se sentent maintenant, ces industries sont en baisse. Donc il faut trouver rapidement des palliatifs pour trouver du gaz, sur le territoire africain et moins cher. Alors que les États-Unis leur vendent le même gaz très cher. Donc vous comprenez que l'industrie allemande est en difficulté. Donc ces États-là sont à la quête aujourd'hui des ressources naturelles pour justement essayer de combler rapidement le gap avant que les problèmes ne commencent, avant que les sociétés ne commencent à fermer boutique. D'ailleurs, ils sont déjà en train de fermer boutique. Il y a déjà des licenciements, il y a déjà le chômage en Europe. Donc vous comprenez que si ça dure encore 1 an, cette situation, c'est-à-dire, si les États de l'Iftako-Gourma, l'Alliance du Sahel, n'est-ce pas, résistent encore, et que d'autres pays basculent, c'est-à-dire, comme le Niger a basculé, comme si la Côte d'Ivoire, les autres pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest basculent justement, et l'Afrique centrale aussi, bascule aussi, n'est-ce pas, dans le giron panafricain, ou bien russe, n'est-ce pas, alors là, c'est fini pour l'Europe. C'est fini pour ces pays de l'OTAN qui veulent les ressources sans payer le moindre sou. Donc, en réalité, c'est une bataille de survie. La bataille de la survie de l'Europe, c'est justement de reconquérir les territoires perdus. Et qu'il n'y ait pas effet domino, c'est-à-dire effet de contagion. Le Mali a déjà contaminé le Burkina Faso. Le Burkina Faso a contaminé le Niger. La RCA est déjà... le Cameroun aussi est déjà... Malgré que le Cameroun souffre aujourd'hui des douleurs de l'enfantement aussi. Parce que vous savez que le Cameroun est attaqué de tous bords. On a essayé avec Boko Haram. Voilà la rébellion dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et d'ailleurs, il y a eu des tueries graves au niveau de Manfé. Effectivement. Il y a eu des tueries graves. Et ce n'est que le commencement. Parce que quand les gens ont regardé seulement quand on annonçait ici par exemple l'arrivée du convoi militaire du côté du Tchad, de l'extrême nord, ils n'ont pas regardé. L'une des choses que j'avais oublié de mentionner pendant cette période. Quoi donc? C'est que les bateaux militaires français vont accoster au port de Voury pour justement accueillir, pour transporter ce matériel. Et vous savez ce que transportent les bateaux? En grande mer, ils peuvent, à travers les chaloupes et tout, ils peuvent envoyer des mercenaires dans les différentes presqu'îles. Vous savez qu'au niveau du sud-ouest, il y a beaucoup de presqu'îles. Manoka, Isangele, Udabato, Monaobe et tout ça. Donc on peut envoyer des gens, des rébellions là-bas. Vous êtes concentré sur ce qui va venir du Tchad, du matériel qui va venir au Tchad, sans savoir que les bateaux qui vont transporter ce matériel, c'est des bateaux de guerre qui vont accoster où?
au port de Douala. Et vous ne savez pas ce que ça transporte en venant. Combien de personnes ça transporte. Et vous savez ce que veut dire un bateau de guerre qui va transporter du matériel de guerre. Et ce bateau-là a accosté en Côte d'Ivoire. Ça a laissé une bonne partie. Au Bénin, ça a laissé une bonne partie. Donc vous comprenez qu'il y a une stratégie de reconquête de l'Afrique. Et sans compter le balai diplomatique au Cameroun. Ces derniers jours. Oui. On se souvient de Catherine Colonna qui a rencontré le président Paul Biya. Oui. Oui. La secrétaire générale de la francophonie, qui était là aussi, qui fait partie de la stratégie, n'est-ce pas? Parce que l'OIF fait partie de la stratégie française. Tout c'était là au Cameroun. Et il y a eu une soi-disant grande conférence de la francophonie au Cameroun. Mais vous vous posez pas les questions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce balai diplomatique? Pourquoi cette tournée? Pourquoi ces gens sont vraiment actifs aujourd'hui? Il y a un agenda caché. Et cet agenda, c'est qu'il faut reconquérir le territoire africain qui est en train de basculer vers d'autres horizons. Et ça, si nous ne sommes pas vigilants, nous serons surpris. Donc, ce que vous voyez là, la France ne se prive pas des moyens. Ce qui est désolant chez nous, c'est que les autorités font semblant de ne pas voir. Ou bien ils sont complices, ou bien ils s'en foutent du peuple. Parce que eux, ils ont les gardes-corps, ils ont les gendarmes, ils ont les moyens de se protéger. Mais non, qu'ils sachent que ça ne va pas les louper. Oui, messieurs, sachez que ça ne va pas vous louper. S'il y a un chamboulement, d'ailleurs, ça ne va pas les louper. Parce que s'il y a des autres, s'il y a chamboulement, n'est-ce pas, ça ne va pas les louper. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Togo, que ça soit peu importe le pays qui joue, n'est-ce pas, le cheval de Troie pour détruire nos États, ça ne va pas les louper. Donc, peu importe ce qu'ils ont mis en place, il faut que le peuple se réveille et se mette au garde-boue pour justement veiller sur nos États, pour protéger ces États-là, comme nous faisons cette veille communicationnelle, pour aviser, n'est-ce pas, pour dire aux gens que voici la stratégie mise en place. Si vous ne vous réveillez pas, vous serez surpris un matin que le Cameroun est envahi, la Côte d'Ivoire est envahie, le Togo est envahi, le Bénin est envahi, le Nigeria est envahi. Ou bien qu'on a reconquéri le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ils ont rebasculé dans l'État français. Donc, parce qu'on aurait assassiné peut-être Assimi Goïta, ou bien Ibrahim Traoré, ou bien Tchani, ou bien ces différents leaders-là, ou bien même le président Faustin Archange Touadéra, parce que tout est mis en place. Que si on ne réussit pas, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'ils agissent sur tous les paliers. Ils ont des tueurs. Ils ont des spécialistes de l'empoisonnement. Que si vous allez, même dans les interviews, vous savez que l'un des brillants Africains camerounais a été empoisonné par un journaliste. Oui. Donc ils sont nombreux comme ça qui ont été empoisonnés. Oh, interview. Le micro est empoisonné. Et dès que vous ouvrez votre bouche, vous aspirez ce poison et terminé pour vous. Donc, ou bien on vous invite à des conférences, ou bien à des situations, alors qu'en réalité, c'est des pièges. Vous voyez, je finis avec ceci. Oui. Vous vous rappelez de l'audience Macron, Vladimir Poutine? Vous remarquez la table? Oui. Et vous regardez l'audience Vladimir Poutine, Macky Sall, vous voyez la table? L'autre avait une très longue table, l'autre avait juste une petite table dont ils étaient côte à côte. C'est pour vous dire que quand vous avez affaire à quelqu'un, à votre adversaire, vous prenez les distances avec lui, il est là-bas, vous êtes ici, vous vous observez. Et ça, parce que même à partir des salutations, et d'ailleurs cette période-là, c'était même la période où ils avaient leur machin qu'ils avaient inventé là, appelé coronavirus. Oui. Et Macron voulait même saluer Poutine. Il dit, mais comment vous parlez de distanciation sociale, de mesures barrières, et c'est toi qui veux venir me saluer? Va là-bas avec ton corona. Donc il ne faut pas venir. En fait, c'est pour simplement dire que toutes les stratégies sont mises en place pour reconquérir l'Afrique. Que ce soit par des empoisonnements, des tueries, des négociations, de la corruption des dirigeants, la corruption des leaders. Oui, ils vont financer des leaders. Ils vont financer. La preuve en est le dernier sommet à France-Afrique. Les chefs d'État ne sont pas partis. Macron a organisé quoi? Un sommet avec les leaders de la société civile.
où vous avez vu quelques jeunes se battre, n'est-ce pas, faire des déclarations. Oui, mais c'est une stratégie bien montée pour essayer de créer de nouveaux leaders, n'est-ce pas, jeunes au niveau de l'Afrique, pour nous faire croire que non, voici vous maintenant vos porte-paroles, n'est-ce pas, et on s'allie derrière, alors qu'on en est aux vrais porte-paroles. Nous sommes les vrais porte-paroles de l'Afrique libre, des panafricanistes. Ce que leurs comédies qui sont allés faire là-bas, ça ne nous concerne pas. Peu importe qu'ils ont utilisé des mots ou des phrases que nous avons l'habitude d'utiliser tous les jours ici, que ce soit dans les médias et un peu sur tous les plateaux où nous sommes. Donc, la guerre, c'est en avant. Nous n'avons pas reculé. Merci André-Christelle Fonga pour toutes ces... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.